On a tous déjà entendu cette phrase prononcée un peu avec un haussement d'épaule résigné. C'est l'âge, que voulez-vous? Oui, tout à fait. Comme si l'usure de nos articulations, c'était une évidence. C'est ça, une fatalité quoi. Le prix inévitable à payer pour avoir vécu. Sauf que la science commence à comprendre des choses incroyables à ce sujet. Absolument. Et c'est exactement la mission de notre exploration en profondeur aujourd'hui. On va plonger dans une série de sources médicales et pharmacologiques assez complexes pour déconstruire ce mythe tenace. L'idée que les douleurs articulaires, c'est juste une question de mécanique et de temps qui passe. C'est complètement obsolète comme vision en fait. L'arthrose n'est pas une simple usure. C'est vraiment à la frontière de la mécanique, de l'immunologie et de la biologie cellulaire. Et comprendre ça, décoder cette biochimie intime, ça change tout à la façon dont on peut prévenir ou traiter ces maladies. Je suis ravi d'explorer ça avec notre expertise habituelle, parce que honnêtement, le squelette, c'est pas juste une charpente morte. Oh non, pas du tout. Je suis prête à entrer dans les détails parce que les stratégies pharmacologiques actuelles sont parfois dignes de la science-fiction. On va parler de l'arthrose, de la polyarthrite rhumatoïde, de la goutte, de l'ostéoporose. Et on va commencer par le commencement, par ce tissu extraordinaire qu'on ne remarque jamais, jusqu'au jour où il se met à manquer, le cartilage. Le grand oublié de l'anatomie, oui. C'est fou quand on y pense. Si on imagine l'intérieur d'une articulation, entre les deux os, il y a cette surface lisse, nacrée, elle est un peu translucide. Plus sophistiqué de la nature. Sa mission, c'est de permettre aux os de bouger sans friction, sans bruit et surtout sans douleur. Il absorbe les chocs à chaque pas. Et le détail le plus fascinant qu'on retrouve dans notre documentation, c'est qu'il fait tout ça sans vaisseau sanguin, sans nerfs. Ce qui est quand même complètement contre-intuitif pour un tissu vivant. Comment il se nourrit du coup? Par diffusion. En fait, il se nourrit du liquide synovial qui baigne l'articulation. Chaque mouvement, chaque compression, ça fait circuler ce liquide. Un peu comme une éponge qu'on presse et qu'on relâche. Exactement. Le mouvement force le liquide chargé de nutriments à entrer dans la matrice, donc le mouvement n'use pas le cartilage, il le nourrit littéralement. C'est le plus commun. Mais les gens voient ça comme le pneu d'une voiture qui s'use sur la route. On roule, la gomme disparaît et on touche la jante. Sauf que nos sources sont catégoriques. C'est pas un effritement passif, c'est une destruction enzymatique orchestrée. Les cellules du cartilage, les chondrocytes, ce sont des usines qui produisent du collagène et des protéoglycanes. Pour maintenir l'élasticité. Voilà. Mais cet équilibre peut se rompre. Et là, on a des enzymes protéolytiques qui entrent en action. Les fameuses métalloprotéinases matricielles ou MMP. C'est ça. Le processus ressemble à un sabotage de l'intérieur. Par exemple, une enzyme appelée agréganase 1 commence par attaquer les agréganes. Et ces agréganes, si j'ai bien lu, c'est ce qui sert de bouclier protecteur au collagène. Tout à fait. Une fois le bouclier détruit, l'architecture est à découvert. Et là, paf, une autre enzyme, la MMP13, vient cliver directement les fibres de collagène. Donc le cartilage s'amincit, des microfissures apparaissent, et voici le point crucial que la plupart des gens ignorent. Longtemps, on a dit que l'arthrose n'était pas une maladie inflammatoire. Alors que les recherches récentes prouvent l'inverse. Quand le cartilage se dégrade, des fragments microscopiques se détachent et flottent. Dans le liquide articulaire. Et le système immunitaire local les détecte comme des intrus. Et il réagit. C'est ce qu'on appelle une inflammation de bas grade, une low-grade inflammation. Ce n'est pas spectaculaire, ça couve en silence. Mais ça amplifie la douleur et ça pousse les chondrocytes à produire encore plus d'enzymes destructrices. Un cercle vicieux. Ce qui explique un paradoxe clinique énorme. On trouve souvent une corrélation très faible entre les lésions visibles sur une radio et la douleur ressentie. Ah oui, c'est vrai. Quelqu'un peut avoir des articulations très abîmées sur l'image et peu de douleur. Ou l'inverse. Parce que la douleur dépend de ce bain chimique inflammatoire, bien plus que de la simple perte mécanique d'épaisseur. Du coup, ça nous amène aux facteurs de risque. On dit souvent que c'est l'âge. L'âge compte, oui. Les cellules se renouvellent moins bien. L'arthrose est plus fréquente après 50 ans. Mais on voit des gens de 80 ans avec de super genoux et des sportifs de 30 ans avec de l'arthrose précoce. L'âge, c'est un contexte, pas une condamnation. N'est pas qu'un stock de graisse. C'est un organe endocrine actif. Il sécrète des molécules pro-inflammatoires, les adipokines, qui voyagent dans le sang et viennent accélérer la dégradation directement dans l'articulation. L'obésité crée une inflammation systémique. Sans oublier la génétique. Les sources mentionnent une héritabilité de 40 à 60%. Oui, certaines personnes naissent avec des variations génétiques sur le collagène ou sur ces enzymes MMP. Bon, face à ça, comment on traite l'arthrose aujourd'hui? On gère d'abord la douleur?
Paracétamol, anti-inflammatoire non stéroïdien, les ANSS, souvent avec des inhibiteurs de la pompe à protons pour protéger l'estomac. Mais il y a ce traitement topique fascinant dont on doit parler. La capsaïcine, l'ingrédient actif des piments. Mettre du piment sur une articulation qui fait mal, ça paraît fou. Totalement contre-intuitif, mais la biochimie est élégante. La capsaïcine cible le récepteur TRPV1 sur les nerfs sensoriels de la peau. C'est l'alarme du corps pour la chaleur extrême. La capsaïcine force l'ouverture de ce récepteur, ce qui fait entrer massivement du calcium. Au début, ça brûle vraiment. Mais les nerfs ont une sécurité. Face à cette surstimulation, le récepteur s'épuise et se désensibilise complètement. Le nerf ferme les vannes. Il devient incapable d'envoyer le signal de douleur au cerveau. C'est un piratage du système nerveux périphérique. Magnifique. Mais là, on gérait un problème de réparation tissulaire qui tourne mal. Faisons la transition vers une maladie beaucoup plus agressive, la polyarthrite rhumatoïde. Du système immunitaire. Des globules blancs qui se retournent contre notre propre corps. Plus précisément, les lymphocytes T, de sous-type Th1 et THD7, ils libèrent des messagers chimiques toxiques, des cytokines, l'interleukine 17, l'interleukine 6 et le fameux TNF-alpha. Et cette tempête inflammatoire crée ce qu'on appelle le panus, n'est-ce pas? Oui, la membrane synoviale s'épaissit de façon anormale, s'enflamme et forme ce tissu agressif, le panus. Ça envahit l'articulation un peu comme une petite tumeur localisée. Et le pire, c'est la communication avec l'os en dessous, via le système Rankel. C'est redoutable. Le panus produit trop de RNKL. Ce signal va se lier au récepteur RANK sur des cellules osseuses immatures et les forcer à fusionner pour devenir des ostéoclastes géants. Et la seule fonction des ostéoclastes, c'est de dissoudre l'os. L'inflammation ordonne littéralement à l'os de s'auto-détruire. C'est pour ça que la stratégie pharmacologique doit frapper fort et vite. On ne peut pas juste calmer la douleur. Il faut s'attaquer au système immunitaire. Avec les ARMMB, les médicaments antirhumatismaux modificateurs de la maladie, comme le méthotrexate. Un médicament fascinant. À la base, c'est un anticancéreux. Ça paraît lourd pour des articulations, non? Ça le serait aux doses oncologiques. Mais en rhumatologie, on l'utilise à très faible dose. Il ne bloque plus la division de l'ADN, il modifie le métabolisme cellulaire. Il provoque une surproduction d'adénosine. Et cette adénosine sort de la cellule et agit comme un sédatif puissant sur les globules blancs autour. Ça les empêche de sécréter du TNF-alpha. Ça calme chimiquement le jeu. Mais si ça ne suffit pas, on sort l'artillerie lourde de précision. Les agents biologiques. Les biologics. L'infliximab, l'étanercept. Des anticorps monoclonaux. On les crée en laboratoire pour qu'ils agissent comme des missiles à tête chercheuse. Ils circulent dans le sang et neutralisent spécifiquement le TNF-alpha libre. Ils l'interceptent avant même qu'il ne touche les cellules. On coupe la cascade inflammatoire à la racine. Le panus se résorbe, l'os arrête de se détruire. C'est une révolution médicale. Passons maintenant à une douleur fulgurante, mais d'une nature très différente. La goutte. L'agonie par les cristaux. On imagine souvent un roi du Moyen-Âge qui a trop mangé de gibier, mais c'est une maladie métabolique très actuelle, 2% de la population. Tout part de l'acide urique. C'est un déchet normal, produit quand on dégrade les purines, présentes dans la viande rouge, les fruits de mer, l'alcool. Normalement, les reins évacuent ça. Mais quand le sang sature, on a une hyperuricémie. Et c'est de la chimie basique. Le sang est saturé, donc l'acide urique précipite. Il forme des cristaux de monorate de sodium. Et pas n'importe où. Souvent dans les zones plus froides du corps, comme l'articulation du gros orteil. Ces cristaux sont de vraies petites aiguilles. Et là, le système immunitaire inné débarque. Les neutrophiles tentent de digérer ces cristaux. Sauf qu'ils n'y arrivent pas. Impossible. Les cristaux perforent les neutrophiles de l'intérieur. Les cellules meurent et libèrent de l'oxyde nitrique, des radicaux libres, des enzymes. Ça déclenche une inflammation foudroyante. L'articulation devient rouge, gonflée. Le simple contact d'un drap de lit devient une torture. Pour la crise aiguë, l'arsenal thérapeutique est assez radical. On utilise la colchicine. Comment ça fonctionne exactement? Ça empêche physiquement les neutrophiles de se déplacer. La colchicine pénètre dans la cellule et se lie à la tubuline, qui forme les microtubules. C'est le squelette interne de la cellule. Donc, en paralysant ces microtubules, la colchicine fige les globules blancs sur place. L'infanterie immunitaire ne peut plus rejoindre le champ de bataille de l'articulation. Le feu s'éteint, faute de combattants. Mais ça ne règle pas le problème de fond. Si on garde un sang saturé en acide urique, les cristaux reviendront. D'où l'importance de prévenir les futures crises. C'est là qu'intervient l'allopurinol.
qui n'est pas du tout un anti-inflammatoire, il inhibe la xanthinoxydase. C'est l'enzyme responsable de la production d'acide urique dans le foie. Coupe le robinet à la source, le niveau sanguin baisse et les cristaux finissent par se dissoudre. C'est un traitement d'une logique implacable. Et cette précision moléculaire, on la retrouve aussi quand on regarde le tissu qui soutient toutes ces articulations, l'os. Parlons de l'ostéoporose alors, parce que là encore, il y a un mythe à déconstruire. L'os n'est pas une poutre de béton inerte. C'est un tissu vivant, en perpétuel remodelage. C'est un chantier de construction permanent. Le corps détruit du vieil os pour reconstruire du neuf et réparer les microfractures. Et cet équilibre délicat repose sur deux acteurs. On a revu les ostéoclastes tout à l'heure, l'équipe de démolition. Ceux qui dissolvent l'os, Et en face, on a les ostéoblastes, l'équipe de construction, qui synthétise la nouvelle matière et la minéralise. tout ça est régulé par des hormones et le système Rank qu'on a mentionné. Voilà. Et les œstrogènes jouent le rôle d'un frein naturel sur les ostéoclastes. À la ménopause, la chute des œstrogènes fait sauter ce frein. L'équipe de démolition s'emballe. Elle détruit plus vite que les ostéoblastes ne peuvent reconstruire. L'os devient poreux, fragile. C'est l'ostéoporose. Pour hacker ce chantier osseux, la médecine a développé les bisphosphonates, comme l'alendronate. J'adore le mécanisme de ce médicament. Il se lie directement aux minéraux de l'os. Il se cache dans la structure. Exactement. C'est un appât toxique. L'ostéoclaste arrive pour dissoudre la surface osseuse, il absorbe le médicament au passage. Et ça provoque son apoptose, son autodestruction. On élimine physiquement les démolisseurs. On a aussi le denosumab, un anticorps monoclonal qui vient bloquer le signal Rinkel dans le sang. Donc le signal pour former les ostéoclastes n'arrive jamais. La démolition est annulée. Sauf que ces traitements empêchent la destruction, mais ils ne reconstruisent pas l'os déjà perdu. C'est là que le tériparatide est une avancée fascinante. Une hormone parathyroïdienne recombinante. Au lieu d'arrêter la destruction, elle stimule activement les bâtisseurs, les ostéoblastes. On leur donne l'ordre de construire du nouvel os. C'est un véritable traitement anabolique, ça restaure la microarchitecture. C'est brillant. Ça l'est. Et quand on fait la synthèse de tout ce qu'on vient d'analyser dans nos sources, le constat est clair. Il n'y a pas de pilule magique universelle pour le mal de genou ou de dos. Absolument pas. Savoir si la douleur vient d'une enzyme qui clive le cartilage, d'une attaque auto-immune, de cristaux métaboliques ou d'un emballement des ostéoclastes, ça change complètement la donne. La connaissance précise permet des soins extrêmement précis. Et ça nous amène d'ailleurs à une pensée finale assez provocatrice qu'on a trouvée dans les documents. On a beaucoup parlé du récepteur Rank pour l'os. Le fameux interrupteur qu'on bloque avec le dénosumab pour sauver le squelette. Eh bien, ce récepteur Rank ne sert pas qu'aux os. Les sources indiquent qu'il est aussi présent sur les cellules dendritiques et qu'il joue un rôle crucial dans la maturation du système immunitaire face aux infections. Donc la même serrure biochimique gère la solidité de nos fémurs et la réactivité de nos défenses contre les virus. C'est ça. Ça pose une question énorme pour l'avenir de la recherche. Est-ce qu'en cherchant à protéger notre squelette, on va trouver comment reprogrammer notre système immunitaire imbique ? Ou est-ce que la clé d'une charpente solide réside dans le contrôle de nos défenses immunitaires? Une connexion vertigineuse entre nos os et nos défenses biologiques. Tout est interconnecté dans le corps humain. C'est fascinant. C'est une excellente réflexion pour clore cette analyse détaillée. Merci d'avoir suivi cette plongée dans les mécanismes invisibles de nos articulations. Gardons tout ça en mouvement et on se retrouve très vite pour une nouvelle exploration.